Salut tout le monde, petit brief crypto du 16 novembre 2022. Le Bitcoin, 16 700 $, l'Ether, 1200 $. Aujourd'hui, on va aller s'intéresser dans un premier temps au Bitcoin. On va regarder son graphique en mensuel. On va voir qu'il y a des choses intéressantes à dire. On va aller voir le plus court terme. Et puis ensuite, on ira voir quelques altcoins, quelques graphiques. L'Ether, il y a des choses intéressantes peut-être à voir. Le Binance Coin, on va faire les trois principales. Et je dériverai sur Fusion. Fusion qui est un token, une crypto-monnaie dont on a parlé sur cette chaîne il y a environ un an. C'est aussi une blockchain à part entière. On va voir son graphique, on va regarder que en fait, malgré ce crash, on a quelque chose qui est assez résilient dans le temps. On n'est pas sur de nouveaux plus bas, comme c'est le cas sur le Bitcoin, comme c'est le cas sur la plupart des crypto-monnaies. On verra également qu'au niveau de la finance décentralisée liée à cette blockchain, on a quelque chose qui est assez résilient, mais c'est quand même encore très peu connu. Est-ce que ça le deviendra? Bien sûr, j'en ai aucune idée, mais ça fait partie des crypto-monnaies que je garde sur du long terme, que je conserve, et on va parler de tout ça, bien entendu. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de cette chaîne vous plaît. Moi, je vous passe la petite introduction, je vous dis à tout de suite. C'est parti, on débute avec le Bitcoin et je commence par regarder ce graphique en mensuel. Quelque chose que je n'ai pas fait depuis un moment. On regarde souvent en hebdomadaire les bougies, mais là j'avais envie de regarder et d'avoir une vision un petit peu plus éloignée encore, chose qu'on avait déjà fait. Et effectivement, c'est comme ça que j'avais positionné cette ligne, qui à la fois, et c'est ça qui est intéressant, à la fois représente ce point haut au niveau de cette mèche, donc de ce bull run qu'on a eu, de ce petit bull run qu'on a eu entre février et avril-juillet 2019, on avait touché les 13 800 $. Et autre chose très intéressante, et il ne faut pas l'oublier également, c'est que ces 13 800, lorsqu'on se met en mensuel, on observe qu'en fait c'est également une clôture ici mensuelle et également annuelle entre le mois de décembre 2017 et le mois de janvier 2018. Vous voyez, le Bitcoin s'est arrêté en tout cas à la fin de l'année 2017, pile poil sur les 13 800, pour reprendre l'année 2018, pile poil sur les 13 800, et ensuite avoir le bear market que l'on a connu, revenir tester ce niveau, qui en fait n'est pas anodin, puisque c'est vraiment la clôture mensuelle, c'est l'ATH, si on enlève les mèches et qu'on regarde le graphique en mensuel, qu'on se met comme ça en ligne, en fait c'est l'ATH tout simplement du Bitcoin en mensuel. Et également sur une clôture annuelle. Si dans 50 ou dans 100 ans le Bitcoin existe toujours, eh bien on pourra observer un graphique avec des bougies annuelles, puisqu'on en aura beaucoup plus que maintenant. Là on n'en a que 12 des bougies annuelles, on va pas s'amuser à regarder des graphiques comme ça. Mais effectivement on pourra regarder ce graphique et on verra une clôture annuelle sur les 13 800. Et peut-être, qui sait, une clôture annuelle, on va dire, de l'année 2022 sur les 13 800. Imaginez une seconde, que le 31 décembre 2022, on finisse l'année sur les 13 800 pile poil. Ça sera tellement propre finalement comme... ça sera vraiment très propre comme graphique. Imaginez ensuite le graphique annuel. Vous allez avoir tout simplement un sommet sur le Bitcoin, des années un peu plus baissières, un 69 000, un retour pile poil sur finalement la cassure. Et donc nos 13 800, voilà, ça serait juste super propre comme graphique. Vous avez compris un petit peu l'idée. Et bien sûr, là, je fais des suppositions, je spécule sur une clôture annuelle aux 13 800. Mais dans le cas où, ce scénario se produirait, évidemment, ça ne voudrait pas forcément dire que 13 800, c'est le bottom. Regardez, je me mets à nouveau en bougie. On observe que les 13 800, c'était la clôture annuelle. En revanche, avant ça, on allait chercher les 20 000. Donc là, ça pourrait faire quelque chose de similaire. On pourra aller chercher, par exemple, sur une mèche les 10 000, voire même plus bas, et ensuite venir clôturer l'année sur les 13 800. Et c'est pour ça que je disais dans une émission assez récemment que les news, les actualités court terme ont finalement que très peu d'impact ensuite quand on regarde les graphiques long terme. Parce qu'au final, imaginez, essayez de faire marcher votre imagination, un graphique annuel avec plein de bougies comme ça. Qu'est-ce que vous allez retenir de FTX et de ce crash de cette plateforme? Finalement, pas grand-chose. Ce que vous allez voir, vous, sur le graphique, admettons, c'est une mèche comme ça. Admettons que ça se produise, le scénario que je viens d'évoquer. Admettons que Crypto.com s'effondre, Nexo s'effondre, etc. Grosse mèche sur le Bitcoin, etc. Scénario catastrophe optimal. Eh bien, ce qu'on va retenir sur le graphique, ça sera simplement une mèche qui descend aux 5000 $, finalement, avec une clôture aux 13 800. Voilà, un truc comme celui-ci, sur un graphique très long terme, ça n'aura aucune espèce d'importance. Que le Bitcoin aille aux 10 000, aux 5000, ou qu'il s'arrête maintenant, ou qu'il aille finalement, peu importe, si jamais cette technologie est une technologie d'avenir, si vous allez investir dans le Bitcoin maintenant, il ne faudra pas être étonné de voir dans une semaine, dans 2 semaines, moins 50% sur votre portefeuille. Ce qu'il faudra faire surtout, c'est se dire que
c'est se poser la question de quelle est la raison de votre investissement. Si jamais vous croyez en cette technologie, vous pouvez la garder sur du long terme et sur le graphique finalement d'avoir cette mèche, vous vous en foutez. Vous, ce que vous spéculez, c'est effectivement que sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, vous ayez une poussée à nouveau sur le Bitcoin et pourquoi pas un jour qu'on vienne atteindre ce niveau des 100 000, que peut-être même on le casse, etc. etc. Voilà. Maintenant, si vous pensez que le Bitcoin n'a pas d'avenir et qu'en fait c'est l'Ether lui qui va surdominer, etc., parce que il y a les smart contracts qui ont une vraie utilité, parce que pour plein de raisons, et que vous ne croyez pas au fait que le Bitcoin puisse devenir une réserve de valeur, etc., à ce moment-là, vous pouvez modifier ou choisir vos investissements en fonction de ce que vous pensez. Mais dans tous les cas, en étant logique, ça reste intéressant de partir du principe qu'on ne sait pas ce qui va se passer et que de toute façon, on aime bien diversifier nos actifs. Parce que si vous êtes Bitcoin maximaliste ou Ethereum maximaliste ou XRP, Ripple maximaliste, effectivement, vous allez mettre tout votre argent dans un seul actif. Finalement, vous prenez le risque en fait de vous tromper. Alors que si vous allez mettre de l'argent dans plein de trucs différents, même si vous vous trompez et qu'en fait l'endroit où vous avez mis le plus d'argent, parce que c'était l'endroit où la crypto en laquelle vous croyez le plus, finalement ne marche pas, vous allez peut-être compenser cette perte avec autre chose. Vous voyez, c'est ça aussi également. L'investissement, il faut rester humble et il faut savoir un petit peu comment gérer les choses. D'ailleurs, j'avais lu une étude sur un sujet intéressant qui montrait que les médecins, les chirurgiens, alors c'était spécifique sur le personnel de santé, mais en fait ça peut s'adapter à peu près à tout type de personnes, on va dire, dans ce cas-là, dans le cas où des personnes qui ont énormément confiance en elles, dans ce cas-là, parce qu'elles auraient fait des études et elles sont dans un domaine où il faut avoir confiance en soi pour opérer des gens, faut vraiment être sûr et serein quand on fait les choses. Donc effectivement, c'est une qualité d'une certaine manière, mais pour l'investissement, ça se retrouve à être un défaut finalement, parce que quand on a trop confiance en soi, on peut vite aller faire des bêtises, aller mettre beaucoup d'argent dans un seul truc parce qu'on est convaincu que c'est ce qui va marcher, et en fait, c'est pas le cas. Donc c'est mieux, je pense, d'être humble, de savoir prendre du recul et de se dire, je pense que ça c'est un bon projet, malgré tout, il faut quand même que je diversifie avec autre chose. Si je mets tout là-dedans et que ça marche pas, je perds tout quand même, il faut en rester conscient. Donc c'est bien de prendre du recul et d'essayer de limiter la casse par de l'investissement par palier, par finalement la diversification des plateformes que l'on possède. Je veux dire par là avoir de l'argent sur plusieurs plateformes et pas sur une seule. Par exemple, si vous aviez tout votre argent sur FTX, aujourd'hui vous avez perdu toutes vos cryptos. Donc c'est ça que je veux dire en fait dans la diversification de plateformes. Vous pouvez en avoir sur le décentralisé, sur le centralisé, un peu partout tout simplement pour limiter la casse si jamais il y a un problème quelque part. Également, vous pouvez également faire des achats par palier. Il y a plein de choses qui vous permettent finalement d'être prudent et de diversifier. Et puis bien sûr, le mot diversifier ne s'applique pas que aux crypto-monnaies. Vous pouvez acheter un garage, le louer, vous pouvez acheter une maison, vous pouvez acheter de l'or, des actions, bref, vous avez compris l'idée. La diversification, c'est quelque chose d'essentiel lorsqu'on a un petit peu d'épargne. Quand on en a moins, c'est plus compliqué, évidemment, on a peut-être moins de possibilités de diversification, mais malgré tout, c'est quand même intéressant de le faire à son échelle, de façon à être un peu plus sécurisé. Je reviens sur le graphique du Bitcoin, on a fini avec le mensuel, on va regarder ça maintenant en weekly. Donc oui, il y a cette bougie qui s'est dessinée, on va même aller voir sur du plus court terme, on voit que cette purge a continué et que désormais, on s'établit sur ce niveau des 16 000 $. On peut regarder le Crypto Fear and Greed, on se situe aux alentours donc des 23. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que cette purge ne s'accompagne pas avec une extrême... Alors il y a de l'extrême peur, mais pas de l'extrême peur en dessous des 10 au niveau du Crypto Fear and Greed. Et ça, je pense que ça s'explique par le fait qu'en fait, la plupart des gens ont déjà vendu avant et que maintenant, ça ressemble plus à une dernière purge. Je retourne sur le weekly juste pour vous montrer ce que je veux exprimer ici. On avait vu finalement la corrélation qu'il y avait il y a quelques temps, quelques semaines, sur une émission que j'avais faite, entre le RSI et le Crypto Fear and Greed, c'est-à-dire le sentiment de marché. Et on a vu effectivement que c'était assez corrélé. Et ça se prouve, ça se vérifie encore à nouveau, puisque là, le Crypto Fear and Greed, je ne sais pas si vous vous rappelez, se situe aux alentours des 5-6. On peut le regarder ici, d'ailleurs, je pense, sur ce graphique. Regardez, on va se mettre là entre le 12 mai
Et le 3 et le 4 juillet 2022, vous voyez, on était en dessous des 20. On a même touché les 6, ici le 17 juin, le 15 juin, etc. Donc c'est assez marrant de constater ça. Effectivement, c'était le moment où, en tout cas en weekly, on était sur le RSI, sur un niveau très faible, en dessous des, voilà, sur le niveau des 25. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'est même pas en survente et qu'en fait, on a, pourquoi pas, une jolie divergence qui s'opère avec un cours qui descend. Alors, on en avait déjà vu une divergence. Je vais pas, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous allez me dire oui, mais tu nous avais déjà parlé de divergence avant. Oui, il y en avait une ici de divergence. Vous voyez, on a un cours qui monte ici avec un RSI, un cours qui descend pardon, avec un RSI qui monte. Et ce qu'on avait même observé, c'est que là, elle était confirmée cette divergence ici à cet endroit-là. Mais une divergence confirmée, et je l'ai dit lors de ces émissions, ça ne voulait pas forcément dire qu'on allait, que ça allait se traduire par un retournement. Ça aurait pu se traduire par un retournement, effectivement, mais après il y a des événements imprévisibles qui s'opèrent. Par exemple, FTX était assez imprévisible. Donc ça, c'était plutôt bullish finalement comme graphique sur le RSI. Ça aurait pu se traduire par derrière un W qui se dessine, ou en tout cas par quelque chose qui nous dessinerait un W par la suite. C'est pas le cas, voilà. Retour en arrière, on fait de nouveau plus bas, on n'est plus dans ce contexte. Désormais, on est dans un autre contexte qui nous dessine une divergence plus long terme. Regardez ici, avec un plus bas à cet endroit-là, sur le RSI, et un point moins bas que le précédent sur le RSI, alors que sur le cours, on fait un point plus bas. On est sur, pourquoi pas, une potentielle divergence qui pourrait se former à l'avenir, mais c'est, comme je l'ai dit hier, c'est bien sûr trop précoce pour le dire, il va falloir attendre plusieurs semaines encore, voir si on arrive à dessiner quelque chose sur les niveaux actuels, avec sur du plus court terme encore, peut-être regarder lunaire, etc., si des structures se forment, etc., voir si on arrive à confirmer du coup cette autre divergence que l'on pourra observer si elle est confirmée ici avec un RSI qui vient casser le niveau des 40 et pourquoi pas un cours qui se soutient, vous voyez. Mais malgré tout, ça reste intéressant de voir que, a priori, la divergence devrait se dessiner. Je ne vois pas comment le RSI ici pourrait aller plus bas que les 25. Il faudrait probablement qu'on ait un enfoncement extraordinaire sur le cours, avec des événements catastrophiques en perspective. Bien sûr, tout est possible, mais malgré tout, c'est a priori pas un scénario que je privilégie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avions eu le même genre de phénomène qui s'était produit à l'inverse pendant l'euphorie. C'est-à-dire que là, regardez, nous avions sur ce point-là un RSI au niveau des 94, alors que le Bitcoin valait 38 000 $. Derrière, on a un RSI beaucoup plus bas, par exemple ici sur la TH, bon c'est pas la TH, mais sur le sommet du Bitcoin ici en avril 2021, aux alentours des 64 000, avec un RSI, regardez, qui est beaucoup plus bas. Donc là, c'était le phénomène inverse qui se produisait. Un Bitcoin qui faisait que de monter, un RSI qui descendait. Et d'ailleurs, si on regarde le Crypto Fear and Greed, et là je pense que ça va être intéressant. Donc regardez ici, décembre et janvier, donc décembre 2020, janvier 2021, on avait un Crypto Fear and Greed sur les 94. Vous imaginez? C'est comme si à l'inverse on avait 6, vous voyez? C'est-à-dire qu'on était sur l'extrême euphorie, alors que le Bitcoin valait 38 000 $. Derrière, le Bitcoin continue à monter jusqu'aux 64 000 $. Pour essayer d'être précis, on va dire entre mars et avril 2021, on le voit ici. Je regarde le Crypto Fear and Greed, donc là je suis en août, avril 2021, mars, voilà. Et vous voyez que en mars-avril 2021, quand le Bitcoin était sur les 64 000 $, on était plutôt sur les 80 au niveau du Crypto Fear and Greed. Donc vous voyez, si on prend ça à l'inverse, 80, donc là il y a 79, 80, ça correspond à 20, 21, vous voyez? Et donc c'est marrant, c'est les niveaux actuels, vous voyez? 20-21. Donc ce phénomène qui s'est produit ici, exactement à cet endroit-là, c'est exactement selon moi l'inverse, la symétrie de ce qui est en train de se passer ici. Donc là, ma symétrie est très très moche, mais voilà, je vous l'ai remis plus proprement ici en logarithmique, comme ça c'est plus facile et le graphique est plus propre. Vous voyez cette symétrie que je pourrais matérialiser avec comme point finalement comme point médian cette ligne blanche, que je positionne ici vers les 30 000 $ parce que finalement c'est le point bas, vous voyez ici, de ce niveau qui a permis au cours de finalement de résister, d'être supporté avant de retourner chercher un ATH. Donc si on a un scénario similaire qui se produirait à l'inverse, pile poil de façon symétrique, je suis pas en train de dire que ça va se passer comme ça, je suis en train de vous montrer simplement quelque chose d'intéressant, enfin qui pour moi est intéressant. Eh bien on pourrait voir un cours par exemple, si là on a un petit bottom, venir chercher les 30 000 avec une mèche, pourquoi pas venir les casser, derrière chuter de nouveau pour aller chercher un point plus bas que le précédent. Voilà, et on aurait quelque chose finalement de réellement symétrique.
Après, on sait que tout ça, ça ne dépend pas. Voilà, on n'est pas en train de jouer avec un graphique en se disant voilà, bah, du coup, ça va être symétrique. Non, bien sûr, ça va dépendre de ce qui se passe dans le monde. Ici, on était en avril 2021, en plein Covid. Là, on était plutôt sur une phase de sortie de Covid en novembre 2021, et effectivement, on avait un marché qui se reprenait également. Donc, dans la bourse traditionnelle, on avait quelque chose d'assez euphorique. Donc, ça a traduit un ATH. Mais ça va pas forcément être le cas. Là, on est tellement dans un contexte baissier actuellement que peut-être qu'en fait, eh bien, on arrivera à faire quelque chose qui dessine un point bas moins bas que le précédent, et donc on aurait un réel W qui se dessinerait assez propre, avec derrière une poussée. Comme c'était le cas d'ailleurs en 2000, lors du crash précédent du Bitcoin, puisque nous ne sommes pas venus chercher un nouveau plus bas, nous avons simplement dessiné un W et une cassure d'un... Voilà, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au vu du contexte et de la temporalité, un phénomène qui entraînerait le Bitcoin sur quelque chose qui latéralise sur une période de temps assez longue est a priori fort probable jusqu'en 2024. Mais ça ne veut pas dire que pendant cette période de temps, le Bitcoin ne peut pas faire un 90%, voire un 100% de performance. Donc à voir. En tout cas, maintenant qu'on a fait encore un nouveau bottom sur le Bitcoin grâce ou à cause de FTX, ça dépend si vous aviez encore de l'argent à investir ou non, et si vous avez investi ou non sur cette chute. Mais en tout cas, avec ce nouveau plus bas, on peut se dessiner un fibo de retracement comme ça et voir les niveaux qui pourraient être atteints. Si on imagine que ça c'est le plus bas et qu'on ne va pas effectivement chercher des niveaux inférieurs, eh bien, effectivement, un retracement pourrait s'opérer avec un retour aux 28 000 dans un premier temps, aux 36 000 dans un second temps si jamais on vient chercher le premier arrêt. Je pense que c'est le niveau le plus probable. Enfin, on va dire qu'entre les 28 et les 36, il y a forcément une zone de support, de résistance importante. Pourquoi ? Parce que c'est le niveau où ici le Bitcoin quand même a pas mal travaillé. Et derrière, voilà, on a la zone de rechargement qui, dans le contexte actuel, est peu imaginable, mais pourquoi pas qui pourrait être atteinte entre les 48 et les 57 000, bien sûr. Donc c'est à suivre. En tout cas, on sait que 2023 ne devrait pas être une année fabuleuse, mais ça n'empêcherait pas, pourquoi pas, au Bitcoin d'avoir des performances de 100 voire 200% sur un malentendu. Donc c'est à suivre. On va enchaîner maintenant, du coup, on va regarder un petit peu l'Ether, voir ce qu'il se passe, et le Binance Coin. Donc je commence avec l'Ether par rapport au dollar. Qu'est-ce qu'on observe ? Donc on a un Ether, là je suis en logarithmique, je vais retirer ça. On a un Ether qui, lui, contrairement au Bitcoin, n'établit pas de nouveau plus bas. Son plus bas, de ce cycle en tout cas qu'on est en train de vivre, a été enregistré ici. Donc cette semaine, du 13 juin 2022, on avait touché les $860 tout de même. On voit que là on se reprend, il y a eu The Merge, on a eu pas mal de choses positives sur Ethereum, et effectivement on a une altcoin dominance qui se comporte relativement bien. Et ça, c'est matérialisé également par un Ether qui est assez puissant par rapport au dollar, et donc par rapport au Bitcoin, je peux le supposer sans problème. On voit que de la même façon que pour le Bitcoin, on est revenu chercher les anciens sommets, on l'a même écrasé un petit peu plus pour venir chercher en dessous donc des $1 500 qui était l'ancien sommet de 2018, et qu'aujourd'hui on a probablement des opportunités qui s'offrent à nous. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, savoir quel est le prix le plus intéressant sur Ether, ça c'est une autre histoire. On peut se mettre un Fibo comme ça en allant chercher la TH et regarder la zone actuelle. On voit que quand même c'est précis, on est venu chercher, alors en plus c'est propre sur les clôtures en daily, hein. On est venu chercher les 78,6 aux $1,100, sur les mèches on est venu chercher les $800, c'est ce qu'on a vu juste avant, et derrière les 85,4, voilà, on les a quasiment touchés, on est fait les 800, 900 et $860, on a les 85,4 au 795. Est-ce qu'on va les toucher ? C'est pas du tout sûr, hein, donc attention. Malgré tout, on a une altcoin dominance assez haute en ce moment, donc je serais pas étonné de voir effectivement quelque chose comme ça se dessiner sur l'Ether. Honnêtement, si ça se dessine, je suis content, parce qu'avec les bitcoins que j'ai pu acquérir ces derniers temps, parce qu'en phase de bear market, moi je revends des altcoins pour du bitcoin, et surtout quand on a une altcoin dominance qui monte, comme c'était le cas ces 4 derniers mois, ça m'a permis de me séparer un peu d'altcoin pour aller dans le bitcoin. Et si on a ce genre de phénomène qui se produit, j'aurai de quoi acheter de l'Ether avec du bitcoin. Si maintenant vous êtes nouveau dans les cryptos, que vous êtes plutôt en train d'arriver avec de l'argent frais, effectivement c'est plutôt avec de l'euro probablement, ou des dollars, ou des stablecoins que vous achèterez de l'Ether. Et à ce moment-là, c'est sur ce graphique qu'il va falloir repérer les niveaux. Les niveaux actuels sont déjà pertinents, on voit qu'on est dans cette zone de rechargement long terme. Derrière, il va falloir vous localiser des niveaux pour faire du DCA, etc. Et réfléchir un peu à comment est-ce que vous voulez faire les choses. Mais le bottom est pas loin, donc il faut se méfier. Et probablement déjà dès le niveau actuel, aller mettre... peut-être 30, 40, 50% de ce que l'on veut, je pense. Parce qu'on ne sait jamais, hein, si effectivement on n'a pas ce phénomène qui se produit avec une altcoin dominance qui chute de nouveau, eh bien vous risquez de regretter
parce que là quand même les prix qui nous sont offerts semble relativement intéressant. Si je vais voir l'Ether par rapport au Bitcoin, c'est le graphique que je regarderai, moi, lorsque je voudrais acheter de l'Ether. Donc ça va être ça. Effectivement, on est assez haut, c'est ce que j'étais en train de dire. On a eu cette mèche la semaine dernière avec la panique, avec un Ether qui est revenu sur les 0,06, j'avais pas fait attention. Et ici, on a un graphique qui pourrait se transformer en M par la suite. Et à ce moment-là, si c'est le cas, eh bien, on pourra revenir chercher des niveaux inférieurs. Et si ça se produit, c'est à ce moment-là que j'investirai dans l'Ether de nouveau. Sachant que là, sur mon portefeuille, j'ai de la diversification, j'ai de l'Ether déjà présent. Mais effectivement, j'en rechargerai, j'en achèterai encore plus, effectivement, si jamais on a ce genre de phénomène, de scénario qui se produit ici, avec un Ether qui viendrait chercher des niveaux inférieurs. On pourrait se mettre ce genre de ligne. Je vais supprimer un peu les autres lignes que j'avais mises à l'époque. Voilà, on a ce genre de ligne qui est assez intéressante. Si on se met sur les clôtures, on peut la descendre un peu comme ça, vous voyez. C'est intéressant de se dire que voilà, on pourrait revenir sur les 0,05. C'est un chiffre un peu rond, psychologique aussi également, au niveau de l'Ether. Un peu avant les 61,8 de Fibo. Voilà, vraiment, ça serait un petit peu le niveau ultime où vraiment je me séparerais probablement de nombreux bitcoins pour aller acheter de l'Ether. Puisque là, je suis sur le graphique Ethereum Bitcoin. On peut jeter un œil maintenant au Binance Coin. Donc le Binance Coin par rapport au dollar, on va voir un petit peu son graphique. Donc par rapport au dollar, effectivement, si c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez investir, il faut être conscient que là, quand même, il y a un gros trou. Il y a un énorme trou. Donc si quelque chose de négatif se passe et qu'on vient chercher en dessous de cette ligne de support, il est fort à parier quand même que le Binance Coin chute assez fortement. Ça, c'est assez dangereux. Et ce genre de phénomène, on le visualise notamment lorsqu'on observe le Binance Coin par rapport au Bitcoin, qui est extrêmement élevé. Donc oui, le Binance Coin, c'est une crypto-monnaie qui se comporte extrêmement bien. Je suis totalement enthousiaste sur cette crypto à l'avenir. J'ai gardé mon bag, je me suis séparé même de certains Binance Coin pour aller acheter du Bitcoin notamment parce qu'on a un graphique ici qui nous dit voilà, faut vendre du Binance Coin et plutôt avoir du Bitcoin maintenant. On peut pas avoir un Binance Coin qui fait que performer par rapport au Bitcoin. Il y a bien un moment donné où ça va s'arrêter. La question c'est quand, et la question c'est est-ce qu'en fait on ne va pas faire de dernière poussée qui pourra entraîner le Binance Coin finalement sur la Lune. Ça, j'en sais rien, mais ce que je sais en revanche, c'est qu'en ce moment, CZ a vraiment le vent en poupe, c'est vraiment la personnalité que tout le monde adore, que tout le monde aime. Voilà, le Binance Coin, c'est une crypto également finalement du coup qui est très achetée, qui est, regardez, on le voit ici, ça c'est pas pour rien, que le Binance Coin se comporte aussi bien par rapport au Bitcoin, c'est vraiment parce que la confiance accordée à CZ est énorme en ce moment, et que le Binance Coin est complètement lié à CZ. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une bonne mémoire, on peut se dire que pendant les périodes d'euphorie, quand le Bitcoin était sur les 69 000 ou les 64 000, tout allait bien dans le marché. Il n'y avait que des news positives, finalement. Tout le monde était heureux, finalement. Le moindre retracement, on se disait, ça retrace, c'est le moment d'acheter, ça va monter de nouveau. Ça fait que monter. On a un Bitcoin qui monte à 69 000, il va peut-être, voilà, il redescend aux 50 000. Bon, c'est pas grave, j'achète, ça va aller chercher un nouveau sommet. Ah mince, il redescend aux 40 000. Bon, c'est pas grave, j'achète, je recharge encore un peu plus. De toute façon, ça va remonter. Ça redescend à 30 000, on se dit, mince, c'est chiant quand même. Bon, je rachète un peu, ça redescend à 20 000. Bon, je vends tout, c'est bon, ça me saoule, j'en ai marre des cryptos. Mais c'est un peu le même phénomène. Là, on est plutôt dans une période d'euphorie avec ce qui se passe en ce moment et Binance. On a l'impression que c'est la seule plateforme qui peut nous sauver la vie. Alors qu'en fait, à un moment donné, on va se rendre compte que c'est pas le cas et puis le Binance Coin probablement retracera. Est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est plus tard? J'en sais rien. Mais le niveau ici des 0,012 est un niveau pertinent. Si on reprend un Fibo qui récupère simplement à la hausse actuelle et si on admet que le niveau actuel est un sommet, eh bien vous avez cette zone de rechargement entre les 0,011 et les 0,009. Voilà, tout simplement. Bref, j'en ai fini avec le Binance Coin. On va parler maintenant de fusion. Donc si on regarde le graphique, on voit finalement que depuis le mois de mai, on est plutôt sur un range au niveau de fusion et que peut-être même quelque chose qui dessine un début de demi-cercle, qui sait si derrière on a ce genre de structure qui se dessine, ça serait intéressant. Ici on voit que sur le RSI pareil, on a quelque chose qui monte, donc c'est intéressant de voir qu'on a un cours qui est plutôt en chute très légère avec un RSI qui monte très légèrement. Je parle simplement du prix pour l'instant, on va aller voir ensuite des données plus intéressantes. Malgré tout, il est à noter que son ATH avait lieu, son ATH en tout cas lors du cycle précédent, en avril 2021 et que depuis nous avons chuté, si je regarde tout simplement ce graphique,
d'approximativement 93%. J'avais regardé ça tout à l'heure. Ici, on revient sur les niveaux qui étaient précédemment ici aux alentours de mars 2020 et décembre 2020. Donc on a cette box de prix qui est a priori intéressante. Et si on regarde du coup les données plus fondamentales au niveau de cette crypto-monnaie, il faut savoir que du coup c'est la crypto-monnaie qui est à la base du protocole du site AnySwap, qui était un bridge qui permet d'échanger des cryptos d'une plateforme à une autre, qui est d'ailleurs très très utilisée, celle que j'utilisais tout le temps personnellement avant même de connaître Fusion. Et ensuite c'est également, du coup ça je l'ai découvert après avoir découvert Fusion, mais le protocole, en tout cas la blockchain qui est utilisée sur Change Finance. Donc Change Finance, c'est une plateforme décentralisée j'utilise sur mon téléphone. C'est la seule plateforme décentralisée d'ailleurs que j'utilise sur mon téléphone. Et on va aller voir des données intrinsèques liées à cette blockchain qui est donc Fusion. On va aller regarder ça. Il faut comprendre que c'est une blockchain qui a été conçue de façon à permettre et de faciliter finalement les transferts entre blockchains. Donc ça concerne tout ce qui est interopérabilité. Et ça, on le voit à travers AnySwap et on le voit également à travers Change Finance sur cette application, donc sur le téléphone. Moi qui l'ai utilisé un petit peu, j'ai bien vu que l'interopérabilité était très présente et que quand vous avez de l'argent sur Change Finance, vous voyez vos soldes et vous voyez vraiment l'interopérabilité. Quand vous voulez envoyer de l'argent, ça vous propose énormément de blockchains différentes. Et honnêtement, on peut avoir toutes sortes de cryptos sur n'importe quelle sorte de blockchain et ça s'affiche très facilement et c'est très facile à utiliser même pour un débutant, tout est très visuel. Et vraiment, j'adore. Et vous pouvez même voir directement sur l'application les données intrinsèques dans la blockchain, etc. Franchement, je ne l'ai pas utilisé énormément, mais je dois dire que je trouve ça très intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est que sur Defilama, ici sur ce site, vous pouvez voir un peu la TVL sur Change Finance, parce que finalement c'est la seule application qui est listée ici sur Defilama au niveau de la blockchain Fusion. Vous pouvez mettre FSN ici, et vous voyez qu'en fait, regardez, ça va s'afficher dans une seconde, que la total value lock en fusion, en tout cas en token fusion, n'a fait qu'augmenter. Ça veut dire qu'en fait, le nombre de fusions qu'il y a sur cette plateforme, Chain Finance, ne cesse d'augmenter malgré le bear market. Donc on n'est pas sur quelque chose où on peut parler de spéculation, vu que c'est très peu connu et qu'ils font que très peu de marketing. C'est pas une plateforme qui se veut, on va dire, soumis à la spéculation. On le voit ici, même le token Fusion n'a pas été forcément hyper soumis à la spéculation parce que c'est pas connu et qu'en fait les seules personnes qui sont dessus ont fait un minimum de recherche et se sont un minimum renseignés. Ce qui fait que la TVL en Fusion n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est sur 668 millions de fusions bloquées sur Change Finance. Alors que regardez, début 2022, on était à 150 millions et pendant la TH l'année dernière, on était aux alentours des 160 millions. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et pour moi, ça fait partie des projets ultra solides sur lesquels j'ai envie de conserver les cryptos parce que je les ai déjà depuis un moment. Moi, je n'ai pas de nécessité à racheter du Fusion aujourd'hui, même si le prix est moins élevé que lorsque je l'ai acquis. Je conserve mes cryptos. J'ai investi pour du moyen long terme et ça ne fait pas partie des shitcoins que j'ai revendus. Je sais pas si c'est ce que je crois que je l'ai déjà dit en intro, mais c'est pas grave, je le redis. Donc ici je vous fais la petite comparaison avec les blockchains mainstream. Donc là c'est logique, on est sur du mainstream. Donc je suis pas en train de dire que la Binance Smart Chain c'est de la merde, attention. Mais on est sur du mainstream et on a vu que le nombre de BNB lock est passé de 32 millions et maintenant à 17 millions. Donc on a divisé par 2 la quantité de BNB alors que sur Fusion on a multiplié par 6 pendant la même période. En bear market, c'est quand même incroyable. Sur Ethereum, c'est la même chose. Si on se met ici en Ether, on peut observer facilement. Alors c'est pas aussi flagrant que sur la BNB Chain, mais effectivement, on a le nombre de BNB, d'Ether qui a quand même diminué, ou du moins stagné. Si on regarde Polygon, par exemple, de la même façon, eh bien, on regarde que le nombre de Matic a fortement diminué. Pareil sur les autres, a priori. Donc, c'est vrai qu'on est de façon généralisée dans un bear market, et donc c'est logique d'avoir des personnes qui sortent des plateformes décentralisées pour aller revendre pour des vrais euros ou des vrais dollars et sortir du marché. Voilà. Il y a un moment, ça va s'inverser. Je vous dis, il va y avoir une nouvelle tendance qui va s'opérer avec des nouvelles personnes qui arriveront, des nouvelles personnes qui s'intéresseront au marché des cryptos et à la finance décentralisée, d'autant plus maintenant en cette période où on fait de moins en moins confiance aux plateformes centralisées. Et qu'à ce moment-là, effectivement, ça va repartir sûrement pour la Binance Smart Chain, sur Ethereum, etc. Mais qu'est-ce que ça va être sur la blockchain de Fusion? Et qu'est-ce que ça va être sur Change Finance? Est-ce que ça va être le moment où enfin ils vont se faire connaître et où même peut-être sans faire de marketing, ils arriveront à avoir de plus en plus d'utilisateurs? Parce que quand je regarde sur Telegram, quand je regarde sur Twitter ou d'autres choses, ils ont que très très peu de followers. Hein. Donc ça, je tiens à le préciser. Je tiens à le préciser pourquoi? Parce que ça reste un projet et une crypto-monnaie très très peu connue. Et donc, si vous souhaitez investir sur Fusion,
C'est pas le genre de crypto où il faut aller mettre 80% de son argent. On est sur finalement une petite capitalisation. Pour moi, c'est un énorme projet dans la complexité et dans l'utilisation, peut-être que ça aura plus tard, mais ça reste une petite capitalisation. Donc méfiance par rapport à ça. Voilà, un investissement reste risqué. Donc si je regarde Fusion, 688e en capitalisation, je vous montre quand même ça, 81 millions de tokens au niveau de l'offre maximale, et puis il y en a 73 millions aujourd'hui en circulation. La crypto-monnaie existe depuis quand même déjà un petit moment, donc c'est pour vous dire que voilà, regardez ici, donc là le lancement a priori, en tout cas c'est ce qu'on voit sur CoinGecko en 2018, donc là on est quand même en 2022, ça fait 4 ans, et que voilà, le prix range, il n'y a pas eu de poussée. Donc c'est risqué dans ce sens-là où effectivement, vous voyez même qu'ici en 2021, on n'a pas beaucoup plus performé qu'en 2018, qu'aujourd'hui le prix finalement est plus bas qu'en février 2019. Donc c'est pas comme le Bitcoin où on observe sur le long terme une augmentation du prix. Donc est-ce que cette augmentation aura lieu? Est-ce que cette adoption, ou on va dire cette augmentation du nombre de personnes qui utiliseront Change Finance aura lieu? J'en sais rien. En tout cas, c'est peut-être potentiellement malgré encore un prix faible, ce que l'on peut observer sur Defilama, avec l'augmentation de la TVL, que je ne vais pas vous remontrer, qu'on a vu tout à l'heure. J'en ai fini avec tout ça, j'ai l'impression de rabâcher les mêmes choses, donc je pense que c'est le moment pour moi d'arrêter cette émission. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.